Alors, je me présente Laurent Chabin, je suis de formation électronicien et mon métier m'a amené à travailler dans les domaines de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ce qui m'a donné accès à des outils qui m'ont permis notamment de faire certaines des simulations que vous allez voir. La motivation de cette conférence, alors j'ai déjà fait une conférence en 2010 et en 2011 avec les éléments que j'avais récoltés de 2007 à 2010. La motivation de cette conférence, c'est que j'ai enquêté avec Larry Lowe, un ufologue qui est localisé à Phoenix en 2014, un nouveau témoin qui était dans la région de Prescott, au nord de Phoenix. Et donc et puis aussi, l'autre raison, c'est que je suis allé à Phoenix au mois de mars. Et donc j'ai pu rencontrer ce témoin, que je n'avais toujours pas vu. J'ai pu rencontrer enfin Larry Lowe et voir aussi beaucoup des protagonistes de l'époque. Donc cette conférence va être concentrée sur les témoignages et les caractéristiques du phénomène à Phoenix. Mais pour commencer, je suis forcément un petit peu obligé de vous présenter la séquence des événements. Mais je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les aspects politiques. Je ne tenterai pas de faire d'explications très élaborées, mais surtout des constatations. Je vais surtout essayer de mettre en évidence des choses intéressantes. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la région de Phoenix. Alors. Donc, on va voir plus globalement les États-Unis. Le cas qui nous intéresse s'est produit le 13 mars 1997. Dans la soirée, ce que vous voyez dans cette zone-là, c'est on va dire la ville de Phoenix, qui est quand même assez étendue pour vous donner une idée. Donc de là à là, c'est 60 km. Mais aussi dans les régions qui vont être d'intérêt pour ce soir, il y a la région de Prescott et Prescott Valley, qui est à 140 km au nord de Phoenix. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en résumé? Ce qui est important que vous compreniez, et je le détaillerai bien, c'est qu'il s'est passé plusieurs choses. Ce qui complique vraiment la compréhension, surtout après le filtre par les médias. Une première liste d'événements qui est assez bien identifiée, c'est le parcours d'un objet qui est venu du Nevada sur une route passant ici au nord vers Prescott Valley, allant après vers le sud, passant en plein centre de Phoenix et finissant vers Tucson. Ça, les heures, c'est entre 19h et à peu près 21h, près de 2 heures. Et donc l'objet de cette conférence, ça va être beaucoup de vous montrer à quoi ça ressemblait. Ensuite, dans la topographie de Phoenix, je vais vous montrer, c'est assez intéressante. Donc c'est une zone qui est bordée au sud par ce qui s'appelle les Australian Mountains, la montagne des étoiles. Aussi, ici, une sorte de dorsale, South Mountain, qui s'appelle South Mountain au sud. Par ici, il y a l'aéroport. Et le deuxième événement en fait, qui s'est passé, c'est qu'à 22h, un certain nombre de personnes ont vu, dans cette direction-là, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans la ville là, ont vu derrière les Australian Mountains des alignements de lumière. Alors voici des images un peu iconiques
de ce qu'on appelle les Phoenix Lights, donc les lumières de Phoenix. Ce sont ces points là, lumineux, et qui, et même donc, tous les ufologues ont atteint ce consensus, on est certain, c'était bien derrière les Australian Mountains, c'était vraiment très loin, à peu près donc dans la région, qui est un polygone de tir, en fait, qui s'appelle polygone de tir Barry-Goldwater, qui est par là. Ça, on le sait parce qu'il y a eu des vidéos en fait, qui ont été tournées. Donc ça, c'était, je l'ai bien dit, à 22h, hein. Pratiquement 22h05, très précisément. Et on sait que c'est derrière parce qu'on a au moins 3 vidéos, et par triangulation, ça mène derrière. On sait aussi que c'est derrière parce qu'une des vidéos, notamment celle de Mike Crichton, dans cette vidéo, on voit ces lumières descendre et disparaître derrière la crête. Et l'endroit où les points disparaissent correspond très précisément à la forme de la crête, un peu comme une empreinte digitale. Ça a été fait en comparant la photo de jour à la photo de nuit. Il y a aussi eu, à 20h30, quelque chose qui ressemblait un peu comme des étoiles, qui est passé. Alors, c'est ce qui est ici, là. Donc, ces objets très gros dont je vais vous parler, qui ont fait tout ce parcours du Nevada jusqu'à Tucson, c'est passé sur Phoenix entre 20h et 20h45. Mais il y a eu aussi à 20h30 le passage d'une configuration de points lumineux qui ont été filmés par notamment une personne qui s'appelle Terry Proctor. Il a filmé avec un caméscope H8. C'est passé un peu à la vitesse d'avion. Et il se trouve qu'il y a un astronome amateur qui s'appelait Mitch Stanley, qui avait un télescope Dobson, et que ce gars a pu traquer avec son télescope Dobson quelque chose qui ressemblait beaucoup à ça. Je pense que c'est la même chose. Et lui, donc, comme l'image était très résolue, il a pu identifier ce que c'était, et il a vu, enfin il est sûr de lui, pour lui ce sont des avions. Il voyait les phares verts, rouges et à l'avant. Et toute la complexité de ce cas, c'est que bien, il y a d'autres personnes qui, à la même heure à peu près, enfin très peu de choses, ça colle, c'est même la même heure, ont vraiment vu quelque chose de fondamentalement différent. Donc ce cas, mon intérêt pour ce cas a été attisé par l'écoute des témoignages médiatisés dans quelques documentaires. Ces témoignages me semblaient contenir de l'information. Ils précisaient des détails structurels complexes. Vous allez trouver concentrés des témoignages bruts, significatifs, aucune information pouvant susciter le doute, questionnement, m'étonise volontairement. Au contraire, il y a ici, je pense, des informations utiles à la résolution de cette énigme, quelle que soit l'explication, tout au moins des éléments permettant de confirmer ou d'infirmer toute théorie candidate. Vous y trouverez notamment des réponses à ce que vous pourriez vous demander si vous avez déjà creusé le sujet. Les 3 simulations d'images de synthèse et en temps réel ont été réalisées avec l'approbation finale des témoins. Ce qui suit, les réflexions qui suivent se basent sur un sous-ensemble assez restreint des observations de la journée. Il y aurait eu bien plus de choses observées, y compris des triangles copies conformes de l'archétype des triangles de la Vallée belge en 89-90, des objets discoïdaux opalescents, des duplications de triangles géants, fusion de triangles géants, disparition après concentration en une bulle de lumière. Les observations se seraient étalées sur une plage horaire très large, bien plus large que ce que toute explication conventionnelle ne peut permettre, de 5h30 du matin à l'après-midi et à la fin de la nuit. Je n'ai cependant pas pris en compte les rapports de témoignages indirects, car je n'étais pas en mesure de les vérifier moi-même. Donc vous pouvez considérer très conservatrice cette sélection de témoignages et assez fiable, en tout cas aussi fiable que possible.
Les témoins considérés sont identifiés par leur nom, leur témoignage a été écrit et ou filmé. Il ne s'agit pas de rumeurs, et en témoignant publiquement, tous ces témoins ont mis en jeu leur crédibilité. Je voudrais maintenant faire une citation de Joël Ménard pour le 29e anniversaire du 5 novembre 90 et les points communs avec le cas de Phoenix. Joël Ménard a dit « Généralement, quand on cherche à observer un objet quelconque, ou simplement lorsqu'on désire s'assurer de son existence, on a intérêt à essayer de s'en approcher. Et je voudrais tenter de montrer ici qu'avec les ovnis, c'est plutôt l'inverse. Si nous voulons progresser, ce n'est pas sur les rencontres rapprochées que nous devons mettre l'accent, mais au contraire sur les observations à grande distance, lorsqu'elles comportent des témoins nombreux, et qu'aucun phénomène connu, naturel ou artificiel nous fournit d'explication, capable d'entraîner à terme une reconnaissance générale et définitive de la réalité des ovnis. Si nous parvenions à les faire largement connaître, l'ufologie sortirait enfin du ghetto culturel et médiatique où elle stagne depuis quelques décennies. Alors, et alors seulement, les fantastiques récits de l'ufologie rapprochée perdraient l'aura de démentielle invraisemblance qui est dans une large mesure à l'origine des blocages actuels. Aux États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle le NUFORC, le National UFO Reporting Center, et ils ont eu à peu près, pour le cas de l'émir de Phoenix, j'ai compté à peu près une trentaine de témoignages. Il faut se dire qu'il y a à peu près une personne sur 100 qui va témoigner. Et on trouve dans ces témoignages en fait un échantillon assez étalé dans ces catégories. Finalement, pas tellement de témoignages correspondant à ce que tout le monde voit comme étant les lumières de Phoenix, mais pas mal de points, même des points tournoyants pour certains, des points alignés. Alors là, c'est des points en V, là, c'est des points qui sont en V, mais avec une concentration de 3 points à l'avant. Et puis aussi des témoignages avec un objet structuré qui peut même masquer les étoiles. Donc ça, c'est pour vous montrer voilà, les vidéos de 10 heures, déjà. Alors, parce que Teleprompter, il se trouve qu'en fait, il a filmé à la fois à 22 heures et à 19h30. Il a filmé les deux des passages. Donc ça, c'est ce qu'il a filmé à 22 heures. Donc un alignement de points très lumineux, mais très très loin. L'explication officielle de cela, ce serait que l'armée américaine aurait, après un vol d'entraînement de A-10, il se trouve que les A-10, quand ils transportent des fusées éclairantes à très haute luminosité, ne sont pas autorisés à atterrir avec, pour des raisons de sécurité. Donc ils sont obligés de les larguer en vol. Voilà. Et donc l'explication officielle qui est donnée, ce serait que ça c'était le largage du chapelet complet des fusées éclairantes d'un DA-10. At about 8:28 that evening, I was outside with my video camera and happened to look up, right about up in there, and saw a formation of lights moving from north to south. The V formation that flew over consisted of between 5 and 6 amber lights only. Over a period of somewhere between 15 to 20 seconds, there was an apparent change in the position of some of the lights within the formation. The perceived altitude would have been 10 to 15,000 feet, and that would have
probably been somewhere in the neighborhood of 300 to 400 knots given the distance that they traveled. But it was totally silent, completely and totally silent. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer donc les témoignages par des simulations de personnes qui ont vu l'objet plutôt des choses structurées. Et je vais commencer par Mike Fordson. Donc ça se passe à 20h30. Alors je ne vais pas suivre l'ordre chronologique tout à fait de ce qui s'est passé. On ne va pas aller du nord au sud. Mais on va plutôt suivre, je dirais, l'ordre dans lequel moi j'avais fait les simulations, et ça va aller un petit peu crescendo comme ça. Mike Fordson, il est situé dans Phoenix, dans la région, dans le coin ça s'appelle Chandler. C'est ici, là, vous voyez, son nom est Mike Fordson. Lui, il est un petit peu en bas du parcours, qui est ici, et il regarde vers l'ouest. Et ce qu'il voit, en fait, ça correspond finalement assez à la trajectoire identifiée, va passer devant lui, donc de sa droite à sa gauche, et du nord au sud. Donc cette émulation, donc je l'ai fait avec lui, et donc j'ai eu son approbation. C'était assez difficile de faire une représentation très satisfaisante de ce qu'il a observé, parce que bon, il n'a pas une mémoire parfaite, je dirais. Mais ça va vous montrer un petit peu certaines des caractéristiques telles qu'il les a décrites. C'est trop sombre ça? Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien au contraire, parce que comme c'est tout de nuit, ça... Donc, dites-vous qu'il y a 45, la taille angulaire de là à là, c'est 45 degrés. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place. Et on ne connaît pas la distance, mais ça donne un peu une idée de... Ça pourrait avoir une taille relative à un Boeing 740, quelque chose comme ça. Donc ce qu'il décrit, Mac, c'est que quand ça lui est passé devant, en fait, il a vu comme un assombrissement le long d'une branche d'un V. Il n'arrivait pas à voir la partie droite du V, ça se perdait complètement dans le bleu nuit du ciel. Là, c'est au mois de mars, donc le crépuscule était déjà terminé. Un des détails qu'il donne aussi, c'est que la Lune est passée derrière la branche du V. Et aussi, ce qu'il décrit, c'est que entre les deux branches du V, il lui semblait vraiment que les étoiles, l'apparence des étoiles lui semblait distordue, un peu déformée, un peu floutée, un peu comme pourrait faire des vapeurs de kérosène ou de l'air chaud. Cette simulation a été faite en 2009-2010. Voilà, jusqu'à la disparition complète. Alors voilà, juste un gros plan. Donc la représentation de la Lune, elle est correcte. Alors j'ai plus le chiffre en tête exact, mais la Lune a été haute, aux alentours de 40 degrés, 45 degrés. Donc on est loin d'être sur l'horizon. Là on voit aussi les mouvements, vous allez voir après les mouvements, les effets de distorsion un peu. C'est des effets assez subtils. Et vous voyez, il y a comme une sorte d'orbe qui est derrière,
Mike Fortson m'a demandé de placer comme ça. Voilà. Alors il a fait un rapport au Newfork, Mike, pratiquement dans les 2 premiers jours après son observation. Le témoin suivant dont je vais vous parler, alors, qui est Mike Fortson? C'est d'abord une personne très très facile, très agréable d'abord, et que c'est la première personne que j'ai contactée à Phoenix. Et elle m'a permis de contacter d'autres personnes là-bas, notamment Larry Lowe, justement. Et ça a changé sa vie. En fait, après cette observation, il a parcouru tout l'État, à rencontrer les témoins et à relever leurs témoignages. Et ça a vraiment. Il est devenu croyant. Et malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Alors, il était témoin avec sa femme de ça. Et il a été assez médiatisé. Si vous avez déjà vu des documentaires sur les maires de Phoenix, vous avez dû le voir à l'image. Je vais vous montrer. Le voilà, Mike Fortson. Plus au nord, quelques minutes avant, les autres témoins, ça a été la famille Lee, dont le chef de famille Tim Lee. Eux, donc ils sont localisés un peu plus au nord, ici. Et dans un endroit qui a une topographie qui est particulièrement intéressante, parce qu'ils sont un peu encaissés autour d'eux, il y a des reliefs. Et donc c'est intéressant parce que la topographie a fait que, à un moment donné, l'OVNI que lui a vu est passé tout juste entre les bords de la crête qui est ici. Donc sur cet endroit-là, j'y suis allé. Vous allez voir maintenant la vraie photo, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'est vu de chez eux, en regardant vers le sud. Et la route qui est là, en fait, donc, dans la simulation, vous allez voir le début de la simulation en regardant dans la direction opposée. Et vous verrez après le triangle partir par là. Et il va passer en fait tout juste entre les bords qui sont là et là. Donc ça s'est passé aussi à 20h à peu près, à 20h15, 20h16. Et donc leur vie aussi à eux a été bouleversée. Ça a été une expérience assez extraordinaire. My name is Tim Lee. This is my wife, Bobby, and my son, Hal. Back in March 13th of 1997, we were witnesses to seeing a UFO, an actual craft, fly directly over a house. Just to give you a little background as to how we got to see it, Hal and I had been coming back from visiting some friends, and normally we tried to eat dinner by 8 o'clock. We were running a little late, pulled into the driveway, which we were heading west. Hal was sitting in the front. And as I came around to the side of the door, he looked out the side window and he saw up in the direction of Prescott 5 distinct lights that it actually looked like they were on top of a balloon. As we were looking at them, I said, well, what is that? Is that a balloon with lights on it? Why would they have lights on a balloon like that? And, you know, the lights were so clear and distinct, and they were very close together. But as we watched them, then we could see that whatever this was coming towards us because the lights, the distance between the lights started getting greater and greater.
At that point, he ran in the house and got my wife, Bobby, to come out and take a look and see what was going on. So when Bobby came out, we're standing there watching. My grandson, who's older than Hal, he was also there. And we watched these lights. I'd say the time it took from when we first spotted them until this thing actually went over our house was about 10 or 12 minutes. And this thing never wavered once. It always came directly straight at us. After a few minutes, maybe 6 or 8 minutes, I'm not sure, all of a sudden, instead of being 5 lights in a round arc shape, the lead light seemed to come out in the front, and now it looked like a V formation flying towards us. I remember talking with Bobby as we were watching it. We were saying, what could that possibly be? And I said, well, maybe it's a formation of helicopters. And then I'm looking at the lights, and as they're getting further and further apart, the relationship between the lights never changed. They got further apart, but the individual distance between the lights always remained, so to speak, in the same relationship. They were perfectly even. They didn't move up or down, and I was saying, wow, if this is a formation of aircraft, who's ever flying this, I don't know how they're staying so tight in formation. So as it got closer and closer and the lights were further and further apart, I began to think, well, maybe this is, some kind of object, and that it had to be pretty big. When it was about just a couple miles away, we're watching it, all of a sudden, I caught the image of what it was. I could see its outline. It was almost the same exact color of the sky, but because it was passing over stars, the stars were being blocked out and then come back after it passed. And it looked like an actual very geometric Carpenter square, like an equilateral triangle without the bottom. And in each arm were 2 lights evenly spaced, and in the very tip was one single light. And these lights were perfectly round and perfectly white light. The tip of this thing was like sharp as a tack, and the 2 tail ends were squared off perfectly. As it came closer and closer, we realized that it was coming straight at us. It was going to come right over us. And for some reason, I don't know how it happened, but it seemed to have dropped down in altitude. And now it was literally coming down the street. And the kids, as they saw it, they started jumping up and down because it was going very, very slow. And it looked like, hey, this thing is going to come over us and stop. And every jump they took, when they landed, they were one jump closer to running in the house. And I'm standing there now. I walked over in front of, right on the edge of the street, looking up at this thing go by, and I'm looking at the outer edge of this wing, and I could see way, way down the block, 600 feet away. I couldn't actually see the tail. I saw the 3rd light, and it's going by. The outer edge of this thing was so perfectly straight, dark, almost the same color as the sky, but you could see the stars, and then you couldn't see the stars. And as it's going by, it wasn't fluttering at all. It was so smooth, it almost looked like a computerized graphic. The kids out in the middle of the street said, hey, look up inside, in between the 2 arms. And looking at the stars inside, they looked like some kind of distortion, not a heat distortion. It just did not look as clear as the stars on the outside. He's actually out in the street running after this thing. That's how slow it was going. The kids thought it was going about 10 or 15 miles an hour. And this last light came down, and Bobby and I were just standing there, and it went right over us, and it looked like this big circular hole of pure white light. It looked like beyond fluorescent, almost like little particles of light, and the light was stuck up inside. It was almost like it was being held inside. There was no glass on it, and there was no light that I noticed around us on the ground, but it was really, really, really bright. Then the tail end of this thing went by like that, and I saw very absolute sharp-edged went by, and as it did, the stars unfolded after it. We live up on probably about 1,200 feet above sea level. We're in a little valley above Phoenix, and surrounded by this valley
are like little mountain peaks. And there's this two peaks, and in the middle of it, a little hill. This thing went right through the crack in the mountain. It flew right through there. It didn't go over the top. It just barely fit. It kind of was in such a way now, it was probably just going straight, because now I could see the lights from the backside underneath. It went out straight over towards the airport, right to the right side of Squaw Peak. And then I lost the lights in whatever lights were flying around in the atmosphere, disturbance or whatever. So when I saw this technology, I know there's nothing on this planet like that. There's no capacity to fly a craft. It wasn't even flying. How could something fly, be lifted by air, going that slow? Not possible. Not possible whatsoever. This thing was not flying. It was cruising with some kind of ability, I don't know. It was absolutely perfect, under control, powerful, smooth, quiet. And I looked at that and I said, boy, I said to my wife, I said, whoever's got this technology is in cahoots with God. Hal, why don't you tell? We were freaking out because we had, like in 1996 is when Independence Day came out, and I was 10 years old. So when you see Independence Day and then you see this like craft like coming over your house, you kind of, get a little scared, because it's like, is it going to stop? Or are we going to be the people underneath going, oh no? À ce moment-là, la taille angulaire est de 100 degrés. Like you got those chills in the back of your neck where you get all goosebumpy and your hair stand up on end. The point at which we started getting excited was after it had gone about halfway over, and basically we got the feeling that it was just going to keep going, which was much of a relief, that it wasn't going to stop. Because if it did, I don't know what we'd do, just go, okay. That's when we were like, oh, let's go after it, So we just literally start running down the street. Dad, come on, get in the car, we chase it. And he was just like, no. He was just looking at it, and we're like, oh. And my nephew Damien said that he probably could have thrown like a tennis ball or a rock up and hit it. It was that close. At the time, there was this house that was being constructed up on the hill, and there was a telephone pole, and the craft flew like right over the top. There was no sound. Like even the neighborhood was really quiet. Like the only sound that there ever was that there was a small, just like a small propeller plane that flew over the top of it, pretty high up. It looked like this big in comparison. Yeah, that was the only sound at any point. When Hal came to get me in the house and I was cooking dinner, he just told me that there were lights outside. And so I went running out the door looking at the lights over the mountain. I saw the lights then, at that point, and I sat with them and watched them just exactly as Tim described. When it was coming up towards us, and it seemed like it was very high, and I could see it just as clear as a bell, that it was shaped, what I said at the time was like a carpenter square. It looked like a flying carpenter square. All of a sudden, it seemed like I either looked away and I blinked, and it was, right upon us, and then coming right down the street. And as it left, and Tim and I were looking up into the light wells, these were circular light wells that we could not even estimate really how deep they were, since we didn't know exactly how far away it was. But the lights looked like they were at least 15 feet, wide, and I don't know how deep, because all we could see was the white light inside the wells. And then as it proceeded over the mountain, just missing the tops, like Hal said, I looked at the lights in front of it, you might say, because I wanted to see if I could see the top of it. And as it was going through, I could see a slight mound to the point, which would have been the front end of it. It just seemed like a very thin craft. When the right arm was coming over the house, we were looking at it, and I was looking at the left arm, and it just went completely over towards the mountain. I made a comment then. I said, oh my God, how big is this thing? Because it just seemed to cover the whole entire neighborhood. You know what I said as it went over after seeing that little plane? I said, you could fit 10 stealths on one arm. I guesstimated that it was each arm was about 700 feet, and if it was an equilateral triangle in a sense, then the distance between the tails would have been about 700 feet. When we talk about this, people get picky and they say, well, was it
200 feet? Was it 182 feet away? Is it 12 feet wide? You know, et cetera. Listen, it was freaking huge. You don't have like It was going really slow. It had these big lights in it. It didn't make a sound. That's the point. It was there. We saw it. There's no doubt in our minds whatsoever what we saw. My wife and I work. He goes to school. That's our lives. We're normal folks. We're nothing special. Well, you know, when it first happened, I think we were so awestruck by the whole event. We didn't forget, but we didn't know what to do. You know, it was like, you know, by then I came back in, we all came back in, and we were talking about it, and then we all kind of got silent. And we were all sitting at the table, and this was, you know, Hal, Tim, and Damien, our grandson, who was then 14, and myself, and we didn't know what to even say to one another. You know, we were just kind of like sitting there. And then we said, what do we do? You know, I mean, who do we call? You know, we didn't know what to do. And so we didn't call anybody because, well, you have that stigma, you know, it's like... you trust, you know, your family, and, you know, if we say we saw something, you know, then we did. And, you know, they'll support us either way. There was this kid that lived just a few blocks from me, and my stepson knew him. He brought the kid over to my house, and the kid did these drawings, and it was exactly what we saw. So I ended up going over to this kid's house and meeting his father, and both of them described what we saw, but they saw it from like a couple blocks below. I personally, and I know they feel the same way, it doesn't matter to me whether you believe me or not. It doesn't. It only matters to you, because we know what we saw. We know what we have. You need to see that. You need to understand that. That's it. So that's where our attitude is at. So, you know, 10 years, nothing happening, and all of a sudden here we are talking about it. Fine, we'll talk about it. We'll tell you exactly what happened. Un effet qui n'a pas été représenté dans la simulation, que décrit Tim Lee, c'est un effet visuel qu'il a observé deux fois. Une fois à l'approche et une fois quand c'était loin. Que j'ai représenté ici, par, vous voyez, par ça là. Donc, ce qu'il dit, c'est que l'image de la lumière s'est dupliquée et retournée. Ce genre d'effet, c'est ce qu'on obtient avec un mirage froid. Un mirage froid, c'est-à-dire un mirage où normalement, d'habitude, le sol est froid et plus froid que l'atmosphère, donc l'inverse d'un désert. Ce que ça fait, c'est que ça retourne l'image, en fait, au lieu de la dupliquer à l'identique. Donc là, l'idée, ce serait que la surface inférieure du V était nettement plus froide que l'air environnant. Et cet effet est vraiment apparu dans les phases rasantes. Donc est-ce que ce serait une technologie de furtivité thermique pour qu'en infrarouge on ne voit pas le V? Ce serait une piste, une possibilité. Vous avez vu dans la simulation des effets comme un peu de la neige dans les lumières. Cet effet est très exagéré en fait. Il n'y avait pas ça. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y avait une impression de profondeur dans ce qu'ils appellent les puits de lumière. Il y a aussi une erreur de traduction, le diamètre en anglais c'est correct, mais la traduction correcte du diamètre des lumières, c'est 5 mètres. La taille pourrait être surestimée dans cette simulation, mais pas la taille angulaire. Alors, Tim Lee actuellement est plus trop en santé, enfin en bonne santé. Je crois qu'il est alité, il a une blessure, bon, il n'a pas une très bonne santé. J'espère qu'il va se remettre. Nous allons voir maintenant un autre témoin qui est aussi sur la trajectoire. Donc elle s'appelle Terry Mansfield.
Et alors, elle est ici. Donc vous allez entendre parler. Donc c'est un extrait d'un cours de UFO Hunters. All of a sudden, one of my volunteers pointed straight up and said, "Oh my gosh, what's that?" And we all looked straight up. First thing I noticed was there were no more stars. I couldn't see the stars anymore in the sky. And it appeared as if there were a black, shimmery, satiny piece of material right over my head. It was so big, I could not see the front, the back, side to side of this craft. Was it so large that it spanned from horizon to horizon then? Where I was standing, I could not see the edges of this, whatever it was that was flying overhead. You said you saw a surface on the bottom of this craft, and it was kind of shimmering. Really, it was as if there was a soft ripple of an undulation. It was very fluid. I felt like I could reach up and touch it. Well, I think I've got something here that represent what Terry saw. Let's see if this works out. You've got the undulation just right. You've got we've got blacks, silvers, a little bit of grays. It looks very fluid, very similar to what I saw. Right. It's just because the whole screen is covered with what I saw that night, that's exactly. There are large vehicles that sort of fit some of the descriptions you heard. Oui, Anne Baker, on n'a jamais réussi à la contacter, un témoin un peu introuvable. Elle était à Prescott, 130 km nord de Phoenix, et elle observait des sauts de lumière ponctuels, des vitesses angulaires très élevées et un objet ne cachant pas les étoiles. Donc, donc le centre-ville de Phoenix en bas là, et eux, elle était là-haut. Sasadam était juste un petit peu au sud d'elle. 最初は光が一列に並んでたんだけど、近づくにつれて V 字型だと分かって、でブーンって感じで飛んでったんだよ。Bon, je suis pas sûr de la traduction, mais ce qu'il dit, c'est qu'il a vu la forme. Donc, plusieurs témoins ont décrit ça, mais à des moments différents, à des endroits différents. La forme en V a un peu changé pour devenir un peu arrondi, et c'est parti à toute vitesse. Alors si on prend, il y a un témoignage qui est situé à New River, donné par Michael Tanner. C'est un témoignage que je n'ai pas vérifié. Et donc, cette personne est dans le prolongement de Anne Baker et Sass Adams. Et donc ce serait logique que ce qu'il a vu arriver, ce témoin de New River, ce soit la même chose. Et donc il a dit qu'il a vu arriver quelque chose à très grande vitesse avec des lumières rouges. Soudain la vitesse de la formation est repassée à 40 miles à l'heure de croisière. Alors le truc c'est que si on prend la distance et le temps entre les deux témoignages, ça ferait une vitesse moyenne de Mach 3. Un autre témoin, donc la famille Watson, donc ça c'est un des dessins de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle a vu, elle et toute sa famille. Alors elle est située toujours sur la trajectoire, ici, là, je vais trouver la position vraiment précise, et elle a vu le truc passer en fait au-dessus de Camelback Mountain. Camelback Mountain, ça ressemble à ça. Cette année, elle a à nouveau fait un témoignage en mars 2019. Et vous allez entendre à nouveau décrire ce qu'elle a observé. There were 5 of us that saw it. My daughter came over. We were going to an Irish band that night. It was in town from Ireland.
So she said, Mom, you've got to come out and look at what's coming over Camelback Mountain. It pretty much covered the whole mountain coming over. And my 2 young boys came out, my other daughter, so there were 5 of us. And the boys, everybody was so excited to see this beauty come in. There was nothing scary about it at all. The beauty of it was it slowed down. It went so slow, and all my boys laid on our front lawn waving. And it was 8 to 10 minutes it took, because I was right below Indian School. It started over Camelback. We watched it for probably up to 10 minutes and even saw it go south. I'm on 60th Street in Indian School, so you kind of know where I am. And we keep watching it, and all of a sudden we saw it shoot off to the south. I mean, we saw it like almost fold up and shoot off. It had, I can't remember, you have my picture, it had an uneven amount of lights because I called the airport. They gave me Peter Davenport's number, who was our UFO reporting guy, national, and they said they didn't know what I was talking about at the airport. I did call him. He had the 5 of us draw a picture together that minute. Some of us were going out to an Irish pub that night. We did it. I got it faxed at work the next day. But I can just tell you, it was an amazing experience. We actually got to see the whole structure. It was that slow. So we could see it was an absolute structure. You could not see through it. That's why the boys were waving, because you could almost, it was very amber. And it was amber underneath, too. It was really beautiful. And there was nothing at all scary. I do know that Camelback Mountain, I think, was 2,500 feet, I think somebody told me, and it was quite over that. So from what I've heard, it's a couple of miles or more long, because it was many football fields, believe me. But it was quite an experience, and we had so many film crews come to our house over the years, from France, from Canada, from Japan, to interview us. It's really been something, and nothing that any of us fear or don't do anything but kind of, I get people calling me from all over the country. I just saw you on a show last night. There's a show that we did do that keeps repeating on some station. Even in England, I got a text a month ago that he had seen a show we were interviewed on. But anyway, it was quite an experience, and I'm a believer. Vous allez voir un peu la famille Watson. Alors sur cette image, la position est fausse. En fait, ils sont un peu plus à l'est. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Google Earth, c'était correct. Ça, c'est sa fille. Hein. It was just gliding, and then it stopped, and then it, like, the sides retracted a little, and then it was gone. Je vais vous repasser parce que... The sides retract. It was just gliding, and then it stopped, and then it, like, the sides retracted a little, and then it was gone. Donc ce qu'elle décrit là, alors qu'elle est située ici, là, en plein centre de Phoenix, c'est la même chose que ce que décrit Seth Adams, qui est ici. Donc, une sacrée distance, hein, je vais remettre la distance. Donc, à 122 km, à des moments différents, le même comportement. Donc, rétractation, ralentissement et départ à toute vitesse. Ozma Linderman, c'est elle qui est vraiment introuvable. Et donc elle était juste un peu au sud des Watson, et je pense qu'elle a regardé la même chose au même moment que les Watson. Donc pour elle, c'était juste au-dessus de ta tête. Pour les Watson, c'était déjà un petit peu vers le sud. Et voilà ce qu'elle décrit. Ross Nichol and his family had seen the lights here. The pilot and his wife saw them here.
Whatever it was seemed to be on a definite southerly course. 14 miles southeast of the pilot sighting, Ozma Linderman and her boyfriend had their own peculiar encounter. Keep in mind, the military would not begin dropping flares for another half hour. What is that? Looks like it's going to crash. Wait. It was very clear in my mind that it was one solid craft. The lights were traveling two perfectly spaced apart, and there was a void clearly between the lights that blacked out the stars when it came down. Look at that. Where's it going? I don't know. The whole thing just slowed, I don't know, maybe to a stop, or it hovered for a second, and then what looked like one solid red oval object, it just turned red and shot straight up and disappeared. Gone. Completely gone. Donc on a un problème, puisque deux groupes ne décrivent pas la même chose. Je pense qu'il y a une bonne chance vraiment qu'ils regardaient la même chose. Voilà, donc il y a une affaire d'interprétation là de ce qui s'est vraiment passé. Alors, il se trouve que au musée Arizona Heritage Center, il y a une petite exposition qui est consacrée au cas des Lumières de Phénix, qui a été préparée par le MUFON. Donc on y trouve dans ce, c'est une petite zone du musée, et on y trouve comme ça une chronologie. Voilà, du passage. Alors vous voyez cette représentation qui c'est pas exactement ça, et puis il n'y a pas, si vous avez vu déjà dans les descriptions qui ont été faites, il n'y a pas deux groupes de témoins qui décrivent de la même façon ce qu'ils ont vu. Au musée, il y a un témoignage qui est intéressant, qui est une personne qui dit qu'il était à Henderson à 6h55, donc là ça correspond au c'est un des premiers témoignages, je dirais. Et donc Henderson, c'est Henderson, donc c'est dans le, comme je disais, dans le Nevada. Alors j'espère que j'ai trouvé. Donc c'est là. Voilà, c'est là. Donc on est tout près en fait de Las Vegas. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin en fait, pour arriver à la zone 51 qui est en fait dans le prolongement. La zone 51 c'est par là. Et si on prend la chronologie, ça ferait de Henderson à Phoenix une vitesse moyenne d'à peu près 300 km/h. Maintenant on va nous intéresser à un témoin qui est un témoignage qui est assez, je dirais, atypique, en tout cas avec des caractéristiques qui se détachent. Aux alentours de 19h, et c'est un témoin qui était situé à Prescott. Prescott, ici, là, où je vais parler de Cecil Adams et de Ann Baker, et lui, donc, il est par là. C'est un témoin qui s'est fait connaître qu'en 2014. Et donc Larry Lowe a relevé son témoignage en 2014, et on a fait un film ensemble, de 9 minutes que vous allez voir. Ce film a été présenté à Phoenix pour la première fois cette année. Au cinéma. During the evening of March 13th, 1997, an unknown number of very large objects and arrays of large lights were reported across the state of Arizona, starting from just south of Las Vegas and proceeding to the Mexican border. Objects from this event passed through the Phoenix metropolitan area between 8 and 8:30 p.m. headed south towards Tucson. Later sightings around 10 p.m. indicate the unknown objects were retracing their course back towards Nevada. While over 600 witnesses gave reports to City Councilman Francis Barwood,
and reports numbering in the thousands were phoned into police, the FAA, and military bases. Other than a few grainy examples, no video or photos exist of these reports. One reason is that witnesses report being transfixed by the sight. Another is that, for the most part, they were brief. At 10 p.m., a series of lights appeared in the sky south of Phoenix. Photographs and video of that event have become the iconic representation of what is now known as the Phoenix Lights. Triangulation of reports and images of that event places the lights in the sky well south of the valley, near the gunnery range at Gila Bend. The only representation of the large black objects at the time was provided by witness Tim Lee, whose illustration eventually made USA Today. In the wake of that event, then Governor Fife Symington held a press conference in which he mocked the press and the witnesses. This had a chilling effect on witness reports. In addition, the majority of contacts gathered by Barwood have since been lost. 10 years later, former Governor Symington described to CNN an observation made at a park near Squaw Peak. This was forensically recreated as a still frame based on the track of a gigantic triangular object whose course had been previously determined by prior witness reports. This would be the last new witness report for quite some time. In January 2014, a witness to the overflight of an object in West Prescott contacted Dr. Lynn Katai, Executive Director of the Phoenix Lights Network, and announced his willingness to come forward with his observations of the 1997 event. Katai contacted Phoenix UFO examiner Larry Lowe and arranged for a meeting in which the witness recounted his observations in sufficient detail to allow forensic recreation of the event. During the interview, specific details were extracted, which were then used to provide forensic art direction to French UFO investigator and animator Laurent Chabin. Based on the recollection of the witness of the relationship of the lights to a characteristic mountain in the distant skyline, the size of the object was determined. Using several key points, a course for the object was determined. Unique to the observation were several details, including a pattern of faint lighting on the bottom of the object and 6 trailing artifacts the witness describes as exhaust plumes. The observation itself was brief and not continuous, as the witness had to move through his house from the back porch to the front porch as the object passed overhead. This report is valuable in that the object was first observed as an array of lights and later resolved to be a large dark object connecting them. The appearance of the object left an indelible impression on the witness. There's no doubt in my mind at all that that was a spaceship that flew over my house. What follows is a forensic animation of the details of the witness report based on the timing of key events. I was sitting there watching TV, and for some reason, I glanced up, and I saw what I thought were stars behind Granite Mountain that were in a line, and I thought to myself, gosh, what constellation is that? And it just sort of went out of my head, and I started watching TV. I don't know how much time passed, maybe 2 minutes, something like that. And I looked up again, and they were much bigger and much closer, and then I realized that these aren't stars. This is something that I need to walk out on the back porch and look at. I saw that they obviously weren't stars, and they were, at that point, I would say they had just come over the top of Granite Mountain. I walked through the laundry room, walked out on the back porch, and looked up, and they just kept getting brighter and closer. They looked just like lights coming. I couldn't figure out what it was. They were different lights than any lights that I'd ever seen before. And then they just continued to get brighter and bigger and closer. I didn't even really know that they were lights. They were a light source
there was something about them that they weren't really like headlights on a car or landing lights on a jet plane at the airport or something. Like I've sat down there on 48th Street when I was a kid and watched the jets come into Sky Harbor, and the landing lights are on, and you're sitting there watching them, and those lights, they're real bright white. These lights were a little bit more yellow. It's like a yellow cast, but they had a depth to them, like they really had strength. I saw the curvature of the front of the ship, and I could see the light like in its well. The tree obscured it for half a second, and then I saw it real clearly straight overhead off to my right. Right as the ship was going over, the light passed off to my right. That's when I saw the bottom, the belly of the whole ship. There was like a light grid. It was almost dancing to a beat, dim light, almost shadows behind. I wouldn't say that it was intense, but it was definitely profound. To my perception, I thought it looked like it was cloaked in some way so that I couldn't see what was behind it. It was almost like a holographic projection, maybe a few feet away from the bottom of the ship, that was in that light pattern, so that couldn't really look past that. After the light grid went over, that's when I got my first good look at the exhaust plumes on the back porch. That's when I really saw them the best from the side, where I really could see all the colors of the rainbow, shaped kind of like a flag or a pendant coming out the back of the craft. They were just really cool looking. They had impulses of light within the plumes that were individual impulses of light. There was like a fish scale effect all going back with the exhaust, and it also was weaving behind there like a snake. It was like a 3D, all happening at once. Then when I walked through the house, went out on the front porch, got another really good look at the exhaust plumes, and then I could look up and I could see how many stars just completely gone from the sky, and I realized that this thing was just about the size of downtown Prescott. I'm about a mile from downtown Prescott. Just covered up everything. Once I realized how large it was, it just faded off into the night just quite quickly. I wanted it to last longer. I wanted to see more of it. It just went away. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné dans cette simulation? S'il y avait quelque chose d'étonnant, ce serait quoi? Je suis étonné qu'il n'y ait pas de photo d'un événement aussi important. Oui. Il n'y a pas de photo, on dirait que les gens, c'est étrange. Vu le nombre de témoins, c'est étonnant. Alors, ce qui, moi, me sidère, c'est ça. En fait, c'est le début de l'observation. Les lumières sont alignées et inclinées comme les lumières de Phoenix derrière les Australia Mountains à 22h. Pourquoi cette chose qui se montre commencerait par être inclinée au début et en ressemblant à ce que les gens vont voir à 10h du soir? Donc c'est pas par hasard, enfin, on a vraiment suivi ce qu'a décrit les témoins. Donc il y a une seconde vidéo qui montre que la simulation est une vue un peu simplifiée, c'est très difficile à simuler. C'est juste pour vous montrer la réaction du témoin quand That's about when I first saw him, about like that. That's real close. I wouldn't move it anymore. Yeah. Ooh, that's scary. That's what it looked like. That's nuts. They were more white than yellow. They looked like stars. I don't agree.
Alors, donc ça a été... En fait, le témoin, il avait été interviewé, enfin, il était venu se déplacer sur Phoenix pour décrire, faire son observation avec notre vidéo, animation. Elle est correcte, hein, mais elle a été faite sur ces informations. En mars, en y allant, j'ai pu enfin... donc, on est allé sur place. Donc, on a pu prendre quelques photos. Alors, c'est intéressant parce que donc, ça a permis de voir, en fait, comment il était placé dans cette maison et ce qu'il voyait. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça fait 20 ans, hein, enfin plus que ça, il était placé à peu près dans le canapé comme on se voit là, et la télévision était à la place du fauteuil. Donc ce qu'il a commencé à voir, c'est ça, c'est par la fenêtre des points comme ça. Là, ce que vous voyez en légère transparence, c'est la petite montagne, Granite Mountain, qui est là. C'est ça qui a attiré son attention et c'est ce que vous avez vu dans l'animation. Après, il est sorti en fait par cette... je ne sais plus si c'est... Non, c'est par une autre porte qui doit être à gauche là, pour aller voir. Et puis après, il est passé à la fin de l'observation, il est passé de ce côté-ci de la maison pour voir partir le boomerang. Ça, c'est la... Là, il montre avec ses doigts en fait la taille des fanions, des sortes d'exhaust, des sortes d'arc-en-ciel que vous avez vu derrière. Ça fait 38 degrés. C'est énorme. Et alors, malheureusement, la simulation que vous avez vue est incapable de vous faire ressentir ce gigantisme. Il n'y aurait que deux façons de vous le montrer. Ce serait dans un dôme IMAX ou en réalité virtuelle. Ça, c'est un dessin que le témoin a fait, illustrant la forme des lumières, qui n'a pas été très bien modélisée hein, dans ce que vous avez vu. Et alors, vis-à-vis de ce problème du début de l'observation, où on voit des lumières inclinées, donc moi, je me suis vraiment... Alors, je ne vais pas tous les détails, hein, donc je me suis demandé, est-ce que ça pourrait être un faux souvenir? Est-ce qu'il aurait mélangé, en fait, longtemps après, ou peut-être, enfin, dans les premiers jours, peut-être ce qu'il avait vu, puis ce qu'il a vu après dans les médias. Et donc je l'ai questionné à ce sujet, et il s'est avéré qu'en réalité, il était totalement ignorant de l'existence même de ce qui s'était passé sur Phoenix jusqu'en 2007, donc 10 ans après. C'est vrai que quand il s'est acheté un iPhone, qui est allé browser sur Internet, un iPhone 5, et qu'il a vu des images, il dit « Ah, mais ça ressemble à ce que j'ai vu. » Et ça... Il en a... Alors, donc dans les questions que je lui ai posées, est-ce qu'il en avait parlé rapidement et est-ce qu'il a écrit son témoignage? Non, il n'avait pas écrit son témoignage, il n'avait pas couché sur le papier, mais il en a parlé rapidement à ses amis, dans sa famille, et un ami qui était en convalescence. Mais il n'en a pas parlé dans la ville. Donc il ne savait pas s'il y avait d'autres personnes qui, à Prescott ou à Prescott Valley, avaient vu des choses. Lui-même n'avait pas vraiment fait même le rapport avec l'inclinaison, enfin des lumières. Il n'avait pas fait ce lien. Il dit ouais, ça ressemble à ce que j'ai vu, ouais, c'est ça, mais en fait, ce sont bien deux choses différentes. Hein. Bon, voilà. Donc, oui, alors, comme donc, moi je considère que dans la mesure où il en a parlé rapidement avec ses connaissances, j'ai tendance à penser qu'il a consolidé son souvenir avant d'être pollué en 2007 par peut-être des choses. Donc j'imagine mal qu'il ait modifié son souvenir après 2007, entre 2007 et 2014. Donc quand on recoupe un peu tous les témoignages, peut-être que ça pourrait avoir une forme comme ça. Cette zone-là où l'image devient floue ferait peut-être partie de l'objet. Enfin, en gros, se dire que c'est pas juste peut-être un triangle simple, mais qu'il y a aussi une portion ici qui joue un rôle. D'ailleurs, il y a un témoignage du MUFON tout récent avec quelqu'un, enfin de mars 2017, qui décrit quelque chose comme ça. Une
vue intéressante aussi dans Phoenix, ça montre à la fois, d'ici on voit à la fois là où est passé le V, vers Timley et tous les gens dont je vous ai parlé, et puis on voit en même temps là les Australia Mountains, on est dans une direction très différente. Quand on était donc à Phoenix, j'étais amené à aller dans les locaux d'une société qui s'appelle Spectrum Video et on a croisé en fait par hasard une personne qui était témoin. Donc on l'a attrapé, on l'a mis devant une caméra et on a pris son témoignage. Alors lui, ça s'est passé plus tôt. Et c'était juste à le coucher du soleil. Donc il y avait encore un peu de luminosité. Et il était par ici. Il roulait en fait sur Chandler Boulevard. Vous voyez, hein, donc là c'est Australia Mountains par là. Et là, South Mountain. Donc il roulait sur cette route de l'est vers l'ouest. Et pendant qu'il roulait, tout droit devant lui, il a vu trois points lumineux qui étaient vers les Australia Mountains. Bon, je dirais quelque chose de pas très étrange, ça pourrait être des avions, on va dire. Ça pourrait être des avions en approche vers l'aéroport qui est pas très loin. Mais l'autre chose qui est plus étrange, je dirais, c'est que quand il roulait ici, là, donc à la vitesse limite, c'est les grands boulevards, les bagnoles roulent vraiment genre 40 miles à l'heure et puis ça se suit. Donc ça permet d'avoir un timing assez précis. En regardant vers les Australia Mountains, alors je vais vous montrer la vue qu'on a sur cette route. Oh, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà la vue sur la route là. Là on voit en fait South Mountain, les Australia Mountains par là. Et quand on regarde par là, en fait, sur un de ces pics, il y a une forêt d'antennes. Si je vais arriver à zoomer. Ce témoin a dessiné ça directement je l'ai fait dessiner sur Google Earth ce qu'il a vu. C'est une sorte de forme comme ça. Et alors ce qui est un peu étonnant, c'est que ça ressemble à rien. Et c'était transparent, enfin il n'y avait rien, et c'est apparu en transparence. C'est devenu opaque. Et ça a redisparu quand il est arrivé là. Donc à peu près au bout d'une minute. Et son dessin ressemble à quelque chose comme ça. Et c'était plus clair que le ciel. Ça, je ne sais pas exactement ce qu'il a représenté là. Je suis plus sûr de me souvenir très bien. Mais bon, enfin, si on le prend à l'échelle, c'est quelque chose qui est vraiment gigantesque. C'était rouge. Je crois pas qu'il me dise. Ah, non, ça c'est juste que j'ai... Non, c'était pas rouge. C'est juste un mauvais choix de couleur. Et alors, encore un témoin dont je vais vous parler, ça va être un peu différent, un Amérindien. On a un peu hésité à en parler. Larry Lowe n'est pas trop chaud. Enfin, pour lui, c'est pas forcément on n'a pas de recoupement de son témoignage. Mais je vais l'évoquer quand même pour les aspects, je dirais, culturels, qui sont quand même assez intéressants. Alors, il était présent dans le panel des personnes qui avaient... donc, c'est ce monsieur. Vous reconnaissez peut-être Travis Walton, pour ceux qui connaissent un peu le sujet. Frances Emma Barwood, qui était l'adjointe au maire à l'époque.
puis d'autres témoins. Et donc lui, alors, il n'est pas du tout à Phoenix, en fait, il est situé très loin. Il est situé au Nouveau-Mexique, près de la frontière avec l'Arizona. La position est estimée, je ne suis pas tout à fait sûr de l'endroit où il est, mais il irait à peu près par là. Et donc alors je n'ai pas, alors je vais vous passer 2 petits extraits de l'enregistrement que j'ai fait avec lui, qui dure à peu près 1 heure. Vous allez l'entendre évoquer des choses. Mais je vais plutôt oralement vous décrire ce que lui a décrit. C'est vraiment, enfin, ça sort de l'ordinaire, je dirais que c'est une observation techno-biblique. C'est complètement fou. Lui, il est, donc, ce témoin est native américain, donc indien, et il a eu une carrière dans le militaire, comme étant mécanicien pour les avions. Et il a été actif après, en fait, dans la réserve, dans la garde nationale, en tant que, je ne sais pas quel est le terme exact, on dit senior gunner, donc on lui a appris à tirer sur les avions. Donc il a une connaissance a priori assez bonne de tous les types d'avions. Dans ce coin-là, en fait, il m'a dit, il y a régulièrement des F-117 qui passent, qui vont de Yuma Proving Ground à Kirtland Air Force Base, et ce soir-là, il en a vu passer. Ils étaient sortis avec son ami dehors. Donc Kirtland Air Force Base, c'est là. Yuma Proving Ground, c'est là. Et lui, il est un peu entre les deux, ici à Zuni, Pueblo. Et donc ils sont sortis fumer, et donc il a vu passer les F-117, parce que lui identifie, alors il faisait vraiment bien nuit, il dit qu'il a bien pu identifier que c'était des F-117. Voilà, donc il pensait que c'était des F-117 faisant des manœuvres, mais pourquoi volait-il si bas? Il avait peur qu'il rentre carrément dans les flancs du canyon. Il passe relativement souvent dans le secteur. Comme je vous disais, pourquoi ferait-il ça de nuit alors qu'il n'y a pas de déploiement ou d'activité à la base militaire? 3 ou 5 F-117 comme des têtes de flèche, bien comme des F-117, ils allaient de gauche à droite. Après que j'ai dit ça, les éclairages se sont mis à clignoter et soudainement on a entendu un bang sonique puissant, au point de faire trembler le sol. Mon oncle, à Black Rock, à environ 600 mètres, a aussi entendu le bang. Il n'a pas vu, il était à la maison. Les bangs supersoniques n'arrivent pratiquement jamais, pour des raisons légales, en tout cas, jamais aussi violents et près des habitations. Quand c'est arrivé, il y avait comme des étincelles allant le long des lignes de tension. Alors, j'ai pas la photo du site, mais alors, est-ce que c'est ce genre de ligne de tension dont il parle? En tout cas, c'est ce qu'il y a dans son coin. Malheureusement, j'ai pas reçu de lui des images d'illustration encore, donc c'est le mieux que je peux faire pour l'instant. Et alors, il dit que comme des étincelles le long des lignes de tension, les lignes vont du nord au sud, les étincelles allaient sur toute la longueur des lignes jusqu'au-dessus de nous. On a été touché par ces étincelles, ni picotement ni engourdissement, plutôt une sensation de fourmillement. Les aigrettes sortaient du bout des doigts, c'était une étrange sensation, et quand ça s'est arrêté, quand on a regardé en l'air, soudainement il y avait un objet noir géant en forme de boomerang juste au-dessus de nous. 1200 à 1500 pieds d'altitude, 400 ou 500 mètres. C'était si énorme que ça couvrait le plus gros du canyon et les étoiles, et pas de bruit. Et j'ai dit à mon copain, what the hell? Ça, c'est pas un avion militaire. Et soudainement, les lumières qui venaient avec, qui étaient maintenant dans le boomerang, 3 d'abord, blanches, près du centre du boomerang, puis une lumière blanche au sommet à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'abord lentement, en décrivant un triangle équilatéral. La seconde a fait la même chose, puis une troisième, encore et encore, se chassant mutuellement, accélérant, puis 4, puis si rapides que je ne pouvais plus les compter. Elles se suivaient, et maintenant à grande vitesse, toujours en triangle blanche. Après cela, pendant combien de temps, je ne saurais dire, j'ai perdu ma notion du temps. Après ça, et puis elles sont devenues colorées, jaune, bleu, vert, rouge, un kaléidoscope de couleurs.
as the white lights were doing, now they're making a circle inside the giant boomerang. They were going so fast and faster and faster, then all of a sudden they stopped changing colors. Then it's white again, but in a circular pattern. They turned red again, and all of a sudden it just started, the outline was going, and it started turning into an orange color, and then it turned into a red color. When it turned into a red color, and all of a sudden it just formed a giant red eye. Okay. It turned into a giant red eye, and it was moving around just like human eyes, and it looked down upon us, and it was looking at us. And right then I just said, hey bro, we gotta get inside. We were so paranoid. We were both in shock and disbelief, paranoid, what have you. But we stayed at the time, and he goes, just be still and don't do anything. So I said, okay. That thing was looking down upon us, looked at us. It was looking at us for about good 5 minutes. And all of a sudden, after we saw the giant eye looking down upon us, that thing it changed its shape from a boomerang to a V-shaped black, huge giant object. And when that thing, the eye disappeared at that time, and then when the last thing that we saw was the triangle, like the shape over there at Phoenix Lights, which everyone saw as a flying triangle, it turned into that shape instead of a boomerang shape. It changed its shape. Ça a disparu sur place, et je pouvais encore voir le contour parcouru par les lumières. Le contour du triangle était encore visible, puis ça s'est estompé. Yeah, it was probably for us to memorize it or something, because I can still see it. And so I couldn't believe what I just saw, what we both witnessed. And after he left, my brother knows sacred prayer in our medicine fraternity, because he was also my brother in the medicine fraternity. He started praying in our ancient language of Zuni. After he stopped praying, we just cleansed ourselves the indigenous way, the Zuni way, and we just looked at each other, and I said, what just happened in Zuni? And we just told each other, should we tell anybody? And we just agreed, no, we better not. So that's what happened. And it was just totally bizarre, but I can still remember everything that was going on. And for us on the indigenous side, we call it the Kabinaho, which is the raw beings that are always with it. Kabinaho, in translation, it means raw beings or raw people. Il y a un témoignage que j'ai trouvé sur Facebook, mais ce témoignage n'existe plus, il date de 2011, et c'est en plein Phoenix, une personne qui, elle, a décrit au-dessus des immeubles, à une altitude correspondant peut-être à ce que la dame a écrit, que la personne a une altitude correspondant à un terrain de foot, et en mouvement, des 5 lumières, en mouvement de rotation rapide, autour d'un point central pendant 12 minutes. Et ça s'est soudainement arrêté et c'était parti. Bon. Juste pour dire qu'il y a aussi des gens qui ont décrit des points en mouvement à divers endroits. Frances Emma Barwood, que vous avez vu tout à l'heure, c'était l'adjointe au maire. J'ai eu la chance de pouvoir déjeuner avec elle là-bas. Et donc elle était, comme je disais,
elle en a pris plein la tête. En fait, c'est un peu elle qui a fait le tampon. Notamment la presse s'est pas mal acharnée sur elle. Et pendant ce déjeuner, elle et son mari ont vraiment exprimé leur conviction que le gouvernement cache quelque chose, que ça n'a pas été enquêté correctement. Et une des personnes qui est visée particulièrement, c'est Fife Samington, qui était le gouverneur de l'Arizona. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans le film tout à l'heure, c'est ce que lui dit avoir vu Fife Samington en 2007, donc 10 ans après. Ça a été un peu comme un choc, et on était assez étonnés. Et en fait, beaucoup de gens ont critiqué en disant, en avançant des arguments, faisant sérieusement penser que c'est inventé. C'est-à-dire que les heures ne correspondent pas, la chronologie ne correspond pas. Et moi, suite à mon voyage, j'ai des documents qui me convainquent également, des documents vidéo qui me convainquent également que ça ne tient pas debout sur l'affaire. J'en suis quasiment sûr. Donc, maintenant, lequel est le mobile? Alors, il avait fait une interview à CNN, et dans cette interview, il annonçait qu'il pensait que c'était de nature extraterrestre. Donc, alors, peut-être qu'il a fait ça comme une forme de publicité pour ses affaires personnelles, ou bien pour faire de la désinformation. Alors, je ne sais pas si vous avez mémorisé, il y a un témoin que vous avez vu tout à l'heure, Terry Mansfield, qui a été une dame qui était habillée en rouge, et elle a dit que ce qui lui passait au-dessus ressemblait à une sorte de drap de soie avec des effets de vagues. C'était dans UFO Hunters. Là, alors, on peut se demander dans quelle mesure ce que les gens ont vu, parce que vous avez vu que ça prend des apparences à chaque fois très différentes. Pourtant, il y a quand même une certaine cohérence temporelle et spatiale. On peut vraiment se demander si les images qui sont montrées, ce qui est montré ne serait pas une image, en fait, quelque chose de généré. Il se trouve que j'ai travaillé avec une société, j'étais amené à travailler avec une société hongroise qui s'appelle Audiovisio, enfin qui fait un produit qui s'appelle Audiovisio. Et c'est un écran en fait qu'ils appellent un écran holographique. Là que vous voyez en fait, c'est un écran qui permet de voir en relief sans lunettes. Alors c'est surtout c'est quelque chose qui permet de montrer une image, quelque chose et de contrôler la direction dans laquelle l'image est montrée. Alors ça permet de faire on peut faire des animations, on peut faire des choses qui bougent. Donc quand on le voit, on a vraiment l'impression que le cube sort de l'écran. Et ce que je veux que vous regardiez, c'est pas ça, c'est l'artefact de l'écran. Il y a un artefact en fait qu'ils essaient de masquer en vous mettant un rideau derrière. Et en fait, sur toutes les images qui sont sur un fond très noir, l'artefact est très très apparent. C'est cet artefact-là. Vous voyez une sorte de draperie qui se translate quand vous déplacez par rapport à l'écran. C'est d'autant plus visible que vous voyez, si vous êtes sur un contraste, sur une image noire. Bon, voilà, c'est une idée. Est-ce que Terry Mansfield elle aurait vu cet artefact?
Et c'est extrêmement difficile en fait de supprimer cet artefact. Il y a des sortes de fils en fait dans l'écran. Et en fait, ils n'ont jamais ça. Ça, c'est censé être les prototypes d'exposition, donc ceux sur lesquels on a le plus travaillé pour éliminer tout défaut. Et ils n'y arrivaient pas. Bon, maintenant, alors ce ne sont pas des hologrammes au sens classique, physique classique, avec des interférences. Les hologrammes comme ça, il n'y a aucune chance qu'on puisse en faire. On n'arriverait pas à faire des hologrammes aussi grands de façon classique, parce que ça demande une précision géométrique extrême, et la moindre vibration vous ferait casser les franges d'interférence, enfin les figures d'interférence. Par contre, un système de type comme ça, audiovisuel, qui ne fait pas intervenir des interférences, mais c'est juste ce qui s'appelle des light fields, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de générer des images différentes selon la direction. Ça pourrait être jouable. Maintenant, je ne vois pas non plus comment on ferait une chose comme ça sur des tailles aussi gigantesques. C'est complètement hallucinant. En plus, il ne faut pas oublier qu'en 97, c'est animé. Donc, dans le cas du témoin de Prescott, ça bouge. Faire une animation en 97, en plus en hologramme, ça me semble, et sur une surface aussi gigantesque, ça me semble hors de portée technologique, ce qu'on avait à l'époque. Les cartes graphiques, donc en 97, c'était la Voodoo GFX, la Voodoo 1 GFX, c'était les premières cartes pour PC. Et sinon, c'était des silicone graphiques, des stations seules, mais le truc aurait pesé des centaines de tonnes, quoi. Enfin, ça aurait été complètement fou. Et pourquoi il y a un témoin qui disait qu'on voyait la Lune à travers, oui, alors que les autres disaient que c'était autre chose? Oui, c'est une particularité du témoignage de Mike Fortson. Effectivement, lui, il voyait en transparence. Alors, les témoins disaient pour beaucoup aussi que entre les branches d'UV, le ciel n'était pas aussi net, qu'il y avait un léger flou. Est-ce que c'est une image avec une résolution faible, ou bien autre chose, ça peut être... Là, je ne sais pas. Vous pouvez changer d'opacité? Je pense plutôt que de changer l'opacité, c'est plutôt générer une image du ciel au-dessus ou pas. En fait, masquer, enfin, reproduire le ciel en dessous. Il y a des technologies qui travaillent là-dessus. Et en fait, prendre une image qui vient d'être plus haut et puis la reproduire par dessous. Donc voilà, la opacité du ciel et des étoiles. Voilà, mais alors ça va marcher pour un témoin si on se contente de faire un écran. Si on veut que 3 personnes en même temps à des endroits différents voient le ciel cohérent, il faut une technologie de type holographique. Maintenant, c'est pas non plus à chaque fois, à chaque moment donné, c'est pas 50 personnes qui voient en même temps le truc passer à la vue de 50 endroits différents. C'est à chaque fois un petit groupe qui le voit passer au-dessus de lui. Ce qui pourrait nous faire envisager que l'image ne soit envoyée que vers des petits groupes. Tim Lee a fait la remarque que ils ont regardé en fait autour d'eux et le sol n'était pas éclairé. Ils n'ont pas remarqué d'éclairage au sol. Ils ont dit que ça n'éclairait pas le sol, les lumières. Attends, est-ce qu'ils ont regardé, je ne pourrais pas vous dire, est-ce qu'ils ont fait attention à bien regarder juste autour d'eux pour voir si c'était plus lumineux? Ça, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Je crois que je vais m'arrêter là pratiquement. Et donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez, je vais vous laisser l'occasion. Alors, on va essayer le deuxième micro. Pas du tout. On peut essayer. Si tu mets loin d'ici, peut-être. Je vais prendre par là, oui.
Allô? Allô? Oh. Allô? Bah, je crois qu'on va utiliser notre voix. Ah bah, non, il marche à peu près. Il faut parler d'assez loin. Allez, question. Ah. Monsieur Thierry Rocher a la parole. D'accord, c'était juste Laurent. Laurent? Oui. Oui. Juste une question sur le début de ce que tu as présenté. Ouais. Tu as présenté 4 photos. Ouais. Il y a des photos réelles et des reconstitutions dans les 4 photos. Oui. Ah, d'accord. Je vais la montrer. Tu parles de celle-là? Voilà. Voilà, ça c'est une photo, ça c'est une vidéo, extrait d'une vidéo. Et les lignes à l'intérieur, c'est des lignes qui sont observées? Non, ça a été dessiné par quelqu'un par-dessus. Sur la vidéo? Ouais, sur la vidéo, ouais. Okay. Oh, pardon, oui. Ça c'est une vraie photo. D'accord. Je peux vous montrer le site en vrai. Voilà. Bon, ça, c'est ça. C'est moi qui ai pris la photo. Je suis allé exactement à l'endroit. D'accord. Et ça c'est un extrait, à gauche, c'est des extraits de mes simulations. Est-ce qu'à travers les connaissances que vous avez eues à Phoenix, vous auriez contacté éventuellement l'aéroport, des personnes travaillant à la tour de contrôle, parce que des engins, je veux dire, qui une telle envergure, que ça ne génère pas un éco-radar, c'est assez impressionnant, quoi. Il n'y a pas d'éco-radar, il n'y a pas eu d'éco-radar de l'aéroport de Phoenix. Il ne faut pas oublier que c'est du radar secondaire. Donc ça peut leur échapper. Donc je vais vous montrer l'aéroport. Alors, il est par là. Voyez là l'aéroport. Donc ils n'ont pas vu, enfin ils n'ont rien vu. Il y a des témoignages maintenant alors voilà, c'est super invérifiable, de pilotes militaires qui disent que le radar leur a retourné des indices de contre-mesure, de brouillage, de contre-mesure de type brouillage radar. Donc c'est-à-dire que le radar était brouillé, voilà. Donc on n'avait pas une image nette du truc. Mais il y avait les avions qui volaient dans le ciel. Oui, au-dessus, oui, au-dessus. Ouais. Donc c'est quand même affolant qu'il n'y ait pas au moins un pilote de ligne qui ait vu quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas eu. Alors il y a des pilotes qui ont vu des choses. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'ils ont vu? Peut-être qu'ils ont vu ce qui était vers les Australian Mountains, ce qui n'est pas très étrange. Il y a Kurt Russell qui a vu l'acteur. Oui. Pardon? Il a fait un témoignage, il n'y a pas de... Oui, donc je l'ai. Je vais vous le passer si vous voulez le témoignage de Kurt Russell. Mais donc en fait, ce qui est marrant, c'est que son témoignage était connu depuis le début, et ça n'est que l'année dernière, il y a 2 ans, qu'il a dit publiquement en fait que c'était lui, qu'il s'est fait connaître en fait, parce qu'il n'avait pas réalisé qu'il n'avait pas fait un rapport en fait. Alors c'est pour ceux qui parlent en anglais. I looked into the international files, not covered by our Ministry of Defence, but maybe covered by yours. This identified pilot, according to the press cuttings, flying near an airport in Arizona with his son when he spotted 6 lights in the night sky. So he called from the aeroplane to air traffic control to say, I'm seeing these lights here. I wasn't expecting any other planes. They're none supposed to be on my landing path. Can you tell me what's going on? They said there are no other planes. He said, I'm seeing 6
bright lights coming towards me. Mystery unresolved. Except, Oh? tail number for that plane was Bonanza 2 Tango Sierra, and I was the pilot. No way. Oliver and I. So just take this back. Doesn't say that in the briefing. Oliver and I. Or I should have read to the end. Oliver and I were flying in. I was flying him to go see his girlfriend, and we were on approach, and I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape, and Oliver said to me, I was just looking at him, and I was coming in. We're maybe a half a mile out, and Oliver said, "Pa, what are those lights?" And I then it kind of like came out of my reverie, and I said, "I don't know what they are." I said, he said, "Are we okay here?" And I said, "Yeah, I'm gonna call him," and I reported it. And they said, "We're not painting anything. We don't show anything." I said, "Well, okay, I'm going to declare it's unidentified, it's flying, and it's 6 objects." C'est pas très facile. We landed. Et donc en gros, il décrit qu'il a vu les lumières et qu'il a décidé de faire un rapport. Qu'il a écrit dans son log. Et après, ce qu'il explique, c'est que très longtemps après, donc, alors, je ne sais pas s'il donne l'année, mais peut-être même 2014 ou 2015, en fait, il a vu à la télévision qu'on parlait des Phoenix Lights, et en plus, il a mis un certain temps à réaliser. Il n'a pas compris tout de suite. Alors, il fait une référence à Richard Dreyfuss dans Rencontre du troisième type, quand Richard Dreyfuss voit à la télévision la Devil's Tower, et puis que ça lui fait un peu une drôle d'impression, il pense qu'il y a quelque chose qui est lié à lui, et ça lui a un peu l'effet que ça lui a fait. I taxied, dropped him off, took off, went back to LA. Never said a word, he never said a word. Ils n'ont jamais parlé après. 2 years later, Goldie is watching a television show when I came home. Yeah. And the show is on UFOs. But as I came home, "Hey, honey, how's it going?" Boom, and I'm kind of hearing the TV going, and I stopped and I started watching, and it was on that event. Now that was the most viewed UFO event. Over 20,000 people saw that. And I'm watching this, and I'm feeling like Richard Dreyfuss in Close Encounters of the Third Kind. It's like, why do I know this? You know what? And it's not clear to me. And finally, I said, then they said a pilot reported it, a general aviation pilot reported it on landing. I'd never thought of it since then, and I said, that was me. That was me. And I said, wait a minute, I'll go to my logbooks. So I went to my logbooks, and there was the flight at that time, and I didn't mention anything about the UFO. The fascinating part of that to me is that it just went literally out of my head. Yeah. And Oliver never mentioned it. And had I not seen that show, I'd have never thought of it again. Amazing. Now, that to me was the weird part. Believe it now, Chris? Yes. Yes. I'm convinced. It's just unidentified. It's just unidentified. It's There you flying, go. and it's an object. It's an object. Yeah. All right. Moving towards you at this. We need to move on to your film. Donc finalement, non, il n'avait rien écrit dans son notebook. Il a vérifié, il n'y avait rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais une caméra de surveillance, il y avait déjà des caméras, ça peut être de grande ville. Pas trop, pas trop. Enfin, je pense pas, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui, mais il doit y en avoir. Ouais. J'ai jamais entendu parler d'images sur caméra de surveillance. Les caméras de surveillance, on les a jamais ici. Bah oui, voilà. Elles sont complètement saturées par la lumière ambiante. Est-ce qu'éventuellement la télévision, on peut voir l'événement en direct? Non, justement, c'est une des raisons pour lesquelles l'histoire de Five Samington ne tient pas debout. Pas avant la soirée, je crois, enfin 22h peut-être. Pas avant 22h. Donc pas en direct, non. Et les rapports de police? Mais alors oui, il y a eu beaucoup d'appels au 911. Et ils ont été saturés d'appels. Les rapports de police, oui. Ça, j'ai pas vu ça. Je sais pas quelle forme ça aurait, ça, les rapports. Ce serait des policiers, quand même, non? Alors, est-ce qu'il y a des policiers?
Il y a des pilotes mais au sol, hein, même, enfin des pilotes au sol, mais des policiers. Mais c'est quelque chose qui a quand même des ailes, quand même. Mais ça n'est pas vraiment, ça s'est tout le temps baladé. Et comment expliques-tu la coïncidence entre les manœuvres militaires d'un côté et les apparitions de grands triangles? Est-ce qu'il y a une explication? Non. Et surtout, si c'est des choses indépendantes, il y a un problème de violation de causalité. Enfin, parce qu'à Prescott, c'est à 19h, mais c'est à 22h à Phoenix. Comment... ça veut dire qu'il y a une cause commune. Il doit y avoir une cause commune. Oui. Oui. C'est dans l'alignement. C'est plus dans l'alignement. Oui. Est-ce que vous savez si, enfin, dans l'état actuel oui, dans l'état actuel de vos connaissances, est-ce que, dans l'état actuel de vos connaissances, est-ce que vous savez si, lorsque par exemple vous avez dans le ciel, enfin dans le ciel ou ailleurs, après tout, que ce soit une source extraterrestre ou terrestre standard, est-ce que, à votre avis, techniquement, du point de vue électronique actuel, une source lumineuse, c'est-à-dire un projecteur, par exemple, on sait qu'en infrarouge, on peut faire un très long rayon infrarouge, qui évidemment en lui-même apparemment est invisible à l'œil nu, mais qui voit au-delà. Bon, est-ce qu'à votre avis, il existe dans la capacité actuelle un bâton de lumière, par exemple, dont on ne verrait pas vraiment la source, puisqu'il est en infrarouge, donc invisible à l'œil humain, mais qui au bout arrive à travers son rayon invisible infrarouge, à aboutir au bout, par contre, à rendre lumineux exclusivement à l'extrémité un spot. C'est-à-dire un spot qui apparaît lumineux au bout extrémité du bâton infrarouge. Est-ce que ça peut exister actuellement? C'est sûr. J'en suis assez convaincu, oui. Oui. En tout cas, mais bon, enfin, en 2010, il y avait la techno. Il y avait des technos pour ça. J'en avais déjà parlé en fait dans ma conférence en 2010. Alors est-ce que je l'ai... Donc ça, c'est une techno qui a même été montrée au SIGGRAPH. On peut vous faire un point lumineux juste par un laser infrarouge. Alors là, donc il y a l'orientation et en Z, enfin en distance, c'est en jouant sur la focale du laser. Mais ça marche que pour des courtes distances. Si on veut faire des points à 1 km, on ne peut pas faire comme ça. Enfin, on ne peut pas contrôler une focale sur 1 km. Donc ça peut se faire peut-être par croisement. C'est-à-dire un laser qui est avec un gros diamètre très très puissant, juste à la limite de l'effondrement du faisceau en plasma, et par croisement avec un autre laser, on va forcer en fait l'effondrement. Ça produit ça produit spontanément une focalisation du laser et une boule. Vous entendez, il y a un sifflement dans la vidéo parce que c'est pulsé, mais on devrait être capable de faire des lasers pulsés à des fréquences ultrasoniques, ce qui fait qu'on n'entendra rien. En plus, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Bon, alors, donc ils ont des... Donc ça, c'est pour montrer qu'on peut dégommer des obus avec des lasers infrarouges. Voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je t'ai entendu une autre. Pourquoi tu n'as pas confiance dans l'observation de ces Newton? Qu'est-ce qui fait que ça parle? Je ne peux pas te le dire parce que ça révélera mes sources et il faut que je fasse ce que j'ai. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas la route? Non. Qu'est-ce qui ne tient pas la route? Son observation à lui en 2007. Oui. C'est plutôt la façon, c'est son comportement, sa façon de le décrire,
et enfin, Skitty ne tient pas la route. Ça ne peut pas être vérifié ou contre-vérifié par d'autres données. On ne peut pas récupérer des... Pas que ça, c'est incohérent avec les autres informations qu'on a. Dont notamment la chronologie des événements. Est-ce qu'on a pu estimer l'épaisseur du texte? Il a vraiment très plat. Alors, dans le cas de Tim Lee, littéralement pratiquement pas d'épaisseur. Pour lui, c'était presque fin comme une feuille de papier. C'était le V noir. Dans le cas du témoin de Prescott, il y a une épaisseur. Il y a vraiment l'impression de voir comme une aile d'avion, vous voyez, très, très bombée, assez bombée. Maintenant, combien ça fait d'épaisseur, c'est impossible à dire, enfin, parce qu'on ne connaît pas l'altitude. Mais alors, je ne saurais pas dire. Si c'est un véhicule qui est habité, s'il y a des personnes à bord, on peut se poser la question. Alors, j'ai pas eu la curiosité de regarder dans la simulation Tim Lee quelle était la hauteur de la bulle que j'ai mis. C'est pas très gros. C'est à peu près un peu la taille d'un cockpit, je dirais, d'avion. C'est un peu genre cockpit de B2. C'était une sorte de protubérance. Ouais. Alors que tout le reste a l'air tout plat. Tu dis que la mer a fait tampon face à des pressions extérieures. L'adjointe au maire, enfin, donc c'est la seule qui, à une réunion de la municipalité, un conseil municipal, a soulevé le problème et a demandé qu'une enquête soit faite. Et en fait, elle a un peu rué dans les brancards. Au conseil municipal, la réponse a été un silence de 3 secondes et puis on est passé à autre chose. Et puis après, dans la presse, elle a dû faire quelques interviews, des choses comme ça, et la presse s'est vraiment attaquée à elle, mais en la traitant de zinzin qui dialogue avec les extraterrestres. Je crois que c'est... Voilà, je pense à la dernière question, il est 22h30. J'espère que ça vous a plu.